Hi guys! Et j'ai regardé la caméra. Bon, aujourd'hui, sujet tendu, sujet dangerous, comme ça m'a été demandé sur Instagram. Pendant que certains parlent de bûches, de chocolat, de cadeaux, bah moi je vais parler de tueur en série. chacun son délire, hein. Écoutez, ne jugez pas, hein, respectez les goûts de chacun. Mais avant que je parle de tout ça, hein, n'hésite pas à liker, t'abonner, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 0 €. N'hésite pas à partager, à t'abonner pour ne rien manquer et à aller checker aussi mes autres vidéos que j'ai faites sur des mystères comme le tueur de Snapchat que je mets juste au-dessus, voilà. Le tueur d'aujourd'hui dont nous allons parler s'appelle Ed Kemper. Récemment, j'ai été à la conférence de Stéphane Bourgoin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le plus grand profiler français. Il n'a pas le titre de profiler, mais pour moi, c'est vraiment... il est au top de tous les psychiatres français qui ont interrogé. Il a interrogé plus de 80 tueurs en série. Donc, c'est pas un petit nombre. Voilà, c'est quand même une ribambelle de tarés qu'il a interrogé. Et il y en a un qui retient particulièrement mon attention. C'est Ed Kemper. Pourquoi est-ce qu'il retient particulièrement mon attention? Parce que c'est un tueur en série qui est massif dans tous les sens du terme, qui a une intelligence à faire pâlir d'envie Einstein. Il a environ 142 QI ou 160, je ne me rappelle plus exactement. Il a une taille de géant, hein. D'ailleurs il est surnommé l'ogre de Santa Cruz. Il fait, alors selon en fait les sites, il fait 2 mètres 2,6 m, donc je sais pas si vous vous imaginez, mais genre pour moi déjà 1,90 m, moi qui suis pas très grande, ça fait déjà hyper grand. Donc 2,6 m, je pense que ces victimes n'avaient aucune chance. Selon les sites, il faisait 135 kg ou 163 kg. Voilà, les sites se contredisent. Je ne sais pas s'il a pris du poids en prison, mais en tout cas, il est massif, il est géant. Et en plus, il est assez massif, donc voilà, donc c'est un vrai monstre. Ça a été aussi l'inspiration première d'Hannibal Lecter. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il y en a qui regardent mes vidéos qui sont pas trop de l'époque des années 90-2000. C'est tiré du livre ou du film, peut-être que vous en avez entendu parler. Le silence des agneaux, voilà, Hannibal Lecter, un des plus gros psychopathes fictifs qui puisse être. Eh bien, il a été créé d'après Ed Kemper, donc voilà. Donc restez ici, générique. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas, il y a une série qui est formidable qui s'appelle Mindhunter. Je vais vous faire apparaître l'image juste là. Dans la première saison, c'est beaucoup centré sur le personnage d'Ed Kemper, qui est joué par Cameron Brighton, et pas Cameron Diaz, parce qu'il y aurait un problème. Donc voilà, on va commencer l'abso de ce fameux Ed Kemper. Ed Kemper naît le 18 décembre 1948. Il est toujours vivant, hein, il est actuellement dans une prison de Californie. Il est le fils de Edmond Kemper Jr. et de Clarnell Kemper, qui ont un mariage absolument désastreux, orageux. Ils ont eu 3 enfants, donc 2 filles, et Edmond Kemper. Il va pas du tout s'entendre avec sa mère. Sa mère est quelqu'un qui a un caractère extrêmement autoritaire et qui le force à vivre à la cave parce qu'elle trouve inconvenant le fait qu'il vive avec ses 2 grandes sœurs. Donc voilà, déjà ça part super mal, je sais pas si vous vous imaginez, un petit garçon qui dort à la cave, pas le top, c'est pas ce qu'on appelle une chambre 4 étoiles. Et en plus, Ed Kemper dit que lorsqu'il était petit, il était absolument effrayé par le noir de la cave. Il faut savoir que la mère mettait en fait un meuble sur l'espèce de trappe qui formait la cave pour ne pas qu'il en sorte, donc il était carrément enfermé, il était séquestré dans sa propre maison. Enfin, vous voyez un petit peu le level de dark dans cette maison. Et il dit qu'il était absolument effrayé par la chaudière qu'il y avait dans cette cave-là.
Donc il disait que c'est comme si ses sœurs montaient en fait au paradis dans leur chambre, alors que lui il descendait en enfer avec des flammes et tutti quanti. Donc you get the picture, vous voyez un petit peu l'image. La mère, en plus de ça, donc vous imaginez que c'était pas un enfant de cœur, elle passe son temps à le rabaisser continuellement, à lui dire qu'il ressemble à son père, que c'est un bon à rien, qu'il n'arrivera jamais à rien. Donc c'est violence verbale en permanence. Elle lui répète sans cesse que son père était un salaud, etc. Donc lui, il va vouer une grande admiration à son père. Donc ses parents divorcent officiellement lorsqu'il a l'âge de 13 ans. Et il ne va avoir de cesse que de vouloir rejoindre son père, alors que bon, il va avoir un beau-père qui va essayer des approches sympathiques parce que c'est un brave gars, il s'appelle Norman, si je me souviens bien, mais lui il va être totalement un adolescent renfermé, asocial, qui va préférer en fait tuer les chats, les animaux de compagnie du voisinage. Donc vous voyez un petit peu l'enfance désastreuse de Ed Kemper, et il va tuer même des taupes en fait dans le voisinage. Donc voilà, tout un zoo dans sa collection macabre. Le père de Ed Kemper, de là où il est, va se rendre compte que son fils dort à la cave et il va menacer la mère de porter plainte, donc Clarnell, qui, je rappelle, était quelqu'un de très autoritaire, en plus d'être alcoolique. Je vous ai parlé du beau-père, donc il s'appelle Norman Turnquist, qui va vouloir se rapprocher de Ed Kemper, mais Ed va être totalement réfractaire à ça et va vouloir même le tuer, en fait il l'avoue, pour lui voler sa voiture et rejoindre son père, revoir son père en Californie. Le père de Ed Kemper se remarie lui aussi avec une femme qui a un fils de l'âge de Ed Kemper, donc ça fait un petit peu dans sa tête comme s'il était remplacé par quelqu'un d'autre. Ses rapports avec ses sœurs étaient extrêmement tendus aussi. Pendant que certains jouaient à cache-cache ou à trap-trap, etc., eux, ils avaient des genres de jeux un petit peu différents, on va dire, un petit peu limite. Ils jouaient à la chaise électrique et à la chambre à gaz. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image d'un enfant jouant à ça. Moi, franchement, je me poserais des questions. À côté de ça, la mère continuait à le traiter mal et à l'élever à la dure en le traitant de poule mouillée, de sous-homme, et en lui disant tout le temps que rien de bon ne pouvait venir de lui. Donc lui, il commence de plus en plus à torturer les chats dans son voisinage, et notamment le chat de la famille qui ne voulait pas de son amitié en fait. Donc il raconte face à Stéphane Bourgoin notamment que personne ne voulait de son amitié, y compris le chat de la famille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le chat et il le décapite. Voilà, ce qui va nier à sa mère, qui va comprendre que c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, donc ça ne va que renforcer son aversion envers son fils, qui ressemble trop à son père, selon elle. Il dit qu'à ce moment-là, il a des fantasmes de plus en plus brutaux qui sont liés aussi au sexe, et il va vouloir de plus en plus être violent. À un moment donné, il va pouvoir rejoindre son père. Le problème, c'est que il va être fou de joie, etc. Mais le père ne va pas vouloir le garder. Donc voilà, il va se faire rejeter aussi par son père. Le père trouve que son fils est trop étrange et qu'il provoque des malaises, qu'il est malaisant en gros. Donc il va le rejeter. Donc Edmond se retrouve seul en fait. Alors ensuite, il va être adopté en quelque sorte par ses grands-parents. Donc avec son grand-père, on va dire que l'ambiance était un peu mieux, mais c'était quand même tendu. Le grand-père va lui apprendre à tirer sur des animaux, donc des taupes, des lapins, donc génial, encore des passe-temps macabres, mais Ed Kemper adore ça. En 1964, Ed Kemper décide d'assassiner sa grand-mère, avec qui les rapports sont vraiment tendus avec Maud Kemper. C'est même encore pire qu'avec sa mère. Il lui tire dessus et il avouera ensuite qu'il a tué son grand-père parce qu'il avait peur qu'il ait de la peine, qu'il vive seul sans sa femme. Donc voilà, on peut remercier sa générosité. Il fait donc un petit séjour en hôpital psychiatrique, mais Ed Kemper est quelqu'un de très très intelligent. Au début de ma vidéo, j'ai dit qu'il avait le QI d'Einstein. Il a lu énormément de bouquins de psychologie, et Ed Kemper va se faire passer pour un schizophrène. Et vous savez que lorsque vous allez en hôpital psy et que vous recevez le traitement adapté, au bout de quelques années, ils peuvent vous laisser ressortir. Et lui, c'était son but. Il ne voulait pas rester, il ne voulait pas être diagnostiqué sociopathe ou psychopathe. Donc, il va tout faire pour être irréprochable, pour paraître de bonne volonté, pour quelqu'un qui veut coopérer et être soigné. Stéphane Bourgoin dit que
En fait, dans les hôpitaux psychiatriques, les sociopathes, les gens qui sont considérés comme sociopathes sont entre autres peu coopératifs, je vais y arriver. Et vous savez qu'aux États-Unis, dans les hôpitaux psychiatriques, pardon, je ne sais pas parler français, vous avez environ 80% des personnes, c'est énorme, malades qui sont relâchées dans la nature, et la moitié de ces personnes-là récidivent. Donc c'est-à-dire, je sais pas si vous vous rendez compte, le gars a tué son grand-père et sa grand-mère et il est relâché. Et où est-ce qu'ils ont la bonne idée de l'envoyer? Je vous le donne dans le mille, chez sa mère. Donc chez sa mère avec qui il ne s'entendait pas du tout et qui le rabaissait et criait sur lui constamment. Donc voilà, super bonne idée de l'hôpital psy, déjà de le relâcher et de l'envoyer chez la personne qu'il détestait le plus au monde et qui le rabaissait et qui l'a maltraité toute son enfance. Donc il revient chez sa mère et les voisins témoignent qu'à cette époque-là, ils n'arrêtaient pas d'entendre des cris, c'était hyper bruyant, c'était pas les petites disputes que t'as avec ta sœur ou ton frère ou ta cousine ou ta mère, c'était vraiment bruyant, limite, ils avaient l'impression qu'ils allaient s'entretuer, quoi. Ed Kemper est de plus en plus furieux et haineux envers sa mère qui lui dit, qui bosse à l'université en fait à cette époque-là, qui lui dit « Écoute, mon coco, tu n'auras jamais une fille bien d'université, donc c'est pour ça que plus tard, il va se mettre à tuer et à prendre en stop en fait des universitaires. » Parce qu'il rejette toute sa haine contre elle. Alors, une soirée où il a envie d'établir le contact avec sa mère, il lui dit « Bah écoute, je veux te parler, etc. » Sa mère lui dit, elle était d'un ton excédé, donc il dit bien qu'elle en avait marre de lui. Elle pose son livre et elle lui dit « Écoute, tu vas rester debout comme ça à me parler toute la nuit. » Il revient dans sa chambre, il attend 5h du matin. À 5h du matin, il tue sa mère, la décapite, pose comme ça sa tête au-dessus de la cheminée et commence à jouer aux fléchettes avec la tête de sa mère. À avoir des relations avec la tête de sa mère. Bref, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est affreux. Moi, je ne peux pas penser à ça, c'est tellement abominable que... Voilà. Et il appelle la meilleure amie de sa mère, la fait venir... et la tue aussi. Voilà. Pendant tout le long, il habitait chez sa mère. Il va même tuer donc, des jeunes filles et enterrer, enterrer leurs membres découpés dans les parterres de plantes de sa mère. Donc voilà, il a même tourné la tête d'une des jeunes filles vers la chambre de sa mère. Donc c'est absolument affreux. Il va même fréquenter un petit peu pour se laver la tête de ses relations avec sa mère. The Jury Room, donc c'est un bar fréquenté ironiquement par beaucoup de policiers. Il va se lier d'amitié avec plein de policiers parce qu'il est très très bavard. Il paraît très sympathique comme ça. Et il va aller voir ses psychiatres parce que vous savez que lorsqu'on libère quelqu'un d'un hôpital psy, t'es obligé d'aller visiter des psychiatres. Et en fait, pendant qu'il visitait ces psychiatres, il avait le corps d'une jeune fille dans son coffre qui était démembré. Lorsqu'on lui demande ses motivations, il dit qu'en fait, il avait envie de tuer sa mère, il avait une haine profonde envers elle. Et les psychiatres déduiront ensuite qu'il a tué toutes les autres filles, jeunes femmes qu'il associait à sa mère. Et il disait très souvent que ça lui arrivait de prendre, il a pris plus de 116 autostoppeuses en fait. Et qu'à chaque fois c'était comme un challenge, il se challengeait de tuer ou de laisser en vie en fait les universitaires. Donc il y en a qui l'a tué et il y en a d'autres qui l'a laissé en vie. Il y en a même 2 qui l'a prise un jour. Il s'est dit que s'il prenait un tel chemin, il allait les tuer. Donc il en a pris un autre pour les laisser en vie. Donc il se faisait un petit peu des jeux chelous dans sa tête. Ce qui est assez atypique, c'est qu'il fréquentait des policiers. Mais c'est lui-même qui s'est rendu à la police. C'est même pas la police qui l'a retrouvé. Parce que tout simplement, il arrivait à se débarrasser des preuves très très rapidement et se mettre dans la poche les gens très rapidement et gagner leur confiance rapidement. Parce que comme vous savez, les psychopathes sont très manipulateurs. Donc voilà, donc si il ne s'était pas dénoncé à la police, en fait, il ne l'aurait jamais attrapé. Peut-être jamais, peut-être très difficilement et quelques années plus tard. Je terminerai avec une citation d'Ed Kemper qui disait que je découpais les têtes de mes victimes pour les garder comme trophées parce que la tête, c'est ce qui fait la personne. Donc voilà,
Conclusion, ne faites confiance à aucun gars ou à aucune femme, hein, en même temps, qui veut vous prendre en stop. Ne faites pas de stop, hein, c'est une très mauvaise idée. Monter en voiture avec un inconnu ou une inconnue, ce n'est jamais une bonne idée. Ni se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, seul. Et même accompagné d'une amie, hein, parce que ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'il y a 2 de ces victimes, en fait, qui hésitaient à monter. Enfin, il y en a une des 2 qui hésitait à monter. Et l'autre, en fait, a dit « Mais non, regarde, il est sympa. » Lui, ce qu'il utilisait comme technique de manipulation, j'ai vu dans une de ses interviews, c'est que il faisait semblant d'être pressé, de pas trop faire attention aux filles, de regarder sa montre pour dire « Bon, voilà, je suis le mec détaché. » Mais alors qu'en fait, il voulait qu'elle monte dans sa voiture. Donc, vous voyez comme le gars est tordu et manipulateur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention, ne parlez jamais aux inconnus, hein, règle de base. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire aussi court que possible parce que c'est vraiment très très long. Et j'espère que ces victimes reposent en paix. J'espère que vous suivrez mes conseils à la lettre. Voilà. And remember, you rock.